tous les matins, à 5 heures, je commence ma deuxième vie. Je m'assois devant mon ordinateur et je pars pour le XVIIIe siècle. J'écris la suite des aventures du héros que j'ai inventé, Augustin Duroc, vétérinaire à Metz au XVIIIe siècle et enquêteur de génie. Le plus extraordinaire, c'est qu'il invite le lecteur à suivre cette deuxième vie en lisant ses aventures. Et là, installés dans notre canapé, nous allons vivre avec lui, nous allons être poursuivis à cheval, jetés, tout ligotés dans une mare, embastillés, et nous allons avoir peur, nous allons avoir froid, nous allons avoir faim, nous allons être amoureux, nous allons nous désespérer et puis trouver en nous l'énergie de nous sortir d'une situation difficile. Et Dieu sait si Augustin Duroc en traverse des situations difficiles. Mais c'est le miracle de la fiction, il s'en sort toujours. Il s'en sort toujours et il nous donne des clés pour nous sortir nous-mêmes de nos propres difficultés. Augustin Duroc, vétérinaire à Metz au XVIIIe siècle et enquêteur de génie. Quelle drôle d'idée d'avoir campé un vétérinaire comme enquêteur plutôt qu'un commissaire de police. Eh bien, il y a une raison à cela. Je viens d'une famille de vétérinaires et mon père était le dernier de la série. Ils étaient 5. Le voici. Et il s'est désolé qu'aucun de ses 5 enfants ne reprenne le flambeau. Et donc j'ai inventé ce personnage de vétérinaire. C'est lui qui lui succède, c'est lui qui lui rend hommage. Pourquoi à Metz ? Eh bien, j'habite à Metz et je trouve que c'est une ville tellement merveilleuse que j'ai eu envie d'en faire le décor de mes histoires. Pourquoi au XVIIIe siècle ? Je trouve que c'est une époque passionnante où on voit émerger des idées nouvelles, les philosophes, le progrès scientifique, les montgolfières. Et puis, c'est l'époque où naissent les vétérinaires. Ce sont les Français qui ont inventé les écoles vétérinaires. La toute première école du monde a été fondée à Lyon en 1762. À quoi ressemble ce personnage ? Eh bien, c'est un jeune homme de son temps. Il a 23 ans. Il prend de l'âge au fil des épisodes. Il est habillé... Il porte l'habit à la française, la culotte, bas de soie, gilet, veste. Et dans sa pratique de vétérinaire, il a adopté la tenue de cavalier, qui sera d'ailleurs la tenue de tous les vétérinaires jusqu'au XXe siècle, puisque mon père, qui montait dans sa voiture, était habillé encore avec cette tenue de cavalier. Je lui ai donné le caractère de 3 personnes, mon père, mon arrière-grand-père, et aussi un peu moi. Mon père, c'était quelqu'un qui était... Non, là c'est mon arrière-grand-père. Quelqu'un d'extrêmement positif, ça se voit sur sa figure d'ailleurs, il était toujours de bonne humeur. C'était quelqu'un qui s'est passionné pour beaucoup de choses, pour sa profession. Il a inventé des traitements nouveaux, il a fait des publications dans des revues scientifiques, il a reçu des prix de l'Académie vétérinaire. Et puis, il a fait beaucoup d'autres choses, il a fait de la politique. Il a passé un doctorat en histoire à l'âge de 75 ans, un doctorat en ethnologie à l'âge de 79 ans. Vous voyez, il n'est jamais trop tard. C'est un exemple pour moi. Mon arrière-grand-père, qu'on voit là, avec sa tenue de lieutenant vétérinaire, vivait à la fin du 19e siècle, début du 20e, donc je ne l'ai pas connu, contrairement aux apparences. D'ailleurs, il me vient une anecdote. Un de mes enfants, lorsqu'il avait 6 ou 7 ans, m'a demandé si, quand j'étais petite, il y avait des dinosaures. Donc, mon arrière-grand-père, à son époque, faisait encore ses visites à cheval. C'était le tout début de l'automobile. Et il a noirci des pages entières de ses meilleurs cas de médecine vétérinaire qui m'ont servi de base pour camper des situations de vétérinaire au XVIIIe siècle, sachant que la médecine avait vraiment très peu évolué entre la fin du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle. Et enfin, Augustin Duroc, c'est un peu moi. Pour certains détails,
je lui ai donné la manie que j'ai de marcher tous les jours, et comme moi, il pratique un sport de combat. Et puis, comme j'ai pratiqué la médecine libérale pendant plus de 30 ans, je sais ce que c'est que d'avoir des angoisses par rapport à un diagnostic. Je sais ce que c'est que d'avoir des difficultés relationnelles avec des personnes un petit peu rugueuses. Donc tout cela, je l'ai transmis à mon personnage. Alors Augustin Duroc nous promène dans son époque et il nous montre à quel point la médecine au sens large était démunie. À cette époque-là, par exemple, on ne connaissait des antiseptiques que le vinaigre, qui revient à la mode, et l'esprit de vin, qui est donc de l'alcool. La chirurgie, elle était rudimentaire. On ne connaissait de la chirurgie que ce que l'on appelle maintenant la petite chirurgie, qui consistait à enlever une petite tumeur externe, parer une plaie, inciser un abcès, c'est à peu près tout. Et Augustin Duroc, lui, dans le tome 3 de ses aventures, que voici, est amené à inciser sa propre cuisse pour extraire une balle qu'il a reçue. Et alors, il n'y avait pas d'anesthésie, donc pour se donner un peu de courage, il se verse un verre de Mirabelle et il le boit. J'avais soif. Augustin Duroc nous promène dans son siècle et nous montre, paradoxalement, qu'il y a des points communs entre notre époque et la sienne. Par exemple, la presse à scandale. On a vu à quel point elle pouvait faire des ravages durant cette campagne présidentielle. On connaît tous ces fake news qui envahissent le net et on s'imagine, à tort, que c'est une invention récente. Eh bien, pas du tout. La presse à scandale est née au XVIIe siècle et elle était florissante au XVIIIe siècle. Alors, Augustin Duroc est amené à aller à Versailles, appelé par le ministre des Finances, Calonne. Vous allez me dire, non, un obscur vétérinaire de campagne ne peut pas connaître le ministre des Finances. Eh bien si, parce que Calonne, avant d'être ministre des Finances, a été intendant de province et il a été intendant des 3 évêchés, c'est-à-dire à Metz, où il a vécu pendant 12 ans. Donc c'est un personnage récurrent des aventures d'Augustin Duroc. Et donc, il appelle ce cher ami à Versailles pour débrouiller une affaire complexe. Et là, Augustin s'aperçoit que la presse à scandale est en train de détruire l'image dans le peuple, l'image qu'a le ministre des Finances Calonne, qui sera traîné dans la boue, qui sera calomnié tant et plus qu'il finira par être démis de ses fonctions. Et c'est cette même presse à scandale qui va détruire aussi l'image de la reine Marie-Antoinette. Alors cette presse fonctionnait officiellement avec une imprimerie, c'était très surveillé par la police, et la presse à scandale, eh bien, c'était des officines clandestines qui employaient des copistes, et on appelait cela les nouvelles à la main. Parce qu'elles étaient écrites à la main, c'était plus facile de déménager des copistes qu'une imprimerie. Et donc, ces copistes recopiaient ce que des chasseurs de nouvelles allaient espionner dans la rue, dans les cafés, auprès de la domesticité des grandes maisons. Tout ça était recopié sur des feuilles, on les vendait dans la rue, à la cour, on les vendait en province aussi, emportés par les colporteurs. Autre exemple, la condition féminine. Actuellement, il y a des mouvements féministes qui sont très actifs et ils sont nés à la fin du XIXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une régression de la condition des femmes entre le XVIIIe et le XIXe siècle. La Révolution n'a pas apporté que des bienfaits. Et donc, au XVIIIe siècle, les visiteurs étrangers qui venaient dans notre pays disaient « La France, c'est le pays des femmes ». Les femmes étaient libres d'aller et venir dans la rue, dans les lieux publics. On les voit souvent en tête de manifestations au cours de toutes ces révoltes de la faim, ces révoltes du pain. J'en mets une en scène dans L'Argent des farines où on voit sur la place de Chambre les femmes partir à l'assaut d'une boulangerie en raison de la cherté du pain.
Et donc les femmes étaient partout, elles travaillaient. La plupart, les femmes du peuple travaillaient. Elles travaillaient dans des manufactures, elles travaillaient pour leur propre compte. Elles pouvaient être lingères, brodeuses, dentelières. À Metz, il y avait aussi énormément de prostitution du fait de la présence de la garnison. Metz était la plus grosse place forte du royaume et elle hébergeait dans ses murs 11 000 soldats. Et puis les femmes de la petite bourgeoisie travaillaient avec leur mari à l'atelier. Elles servaient la clientèle, elles donnaient des ordres aux employés. Et puis les femmes de la grande bourgeoisie et de l'aristocratie, pour certaines d'entre elles, avaient suivi des études poussées et elles tenaient des salons. Et dans ces salons, elles invitaient tous les beaux esprits de l'époque qu'elles faisaient connaître, qu'elles faisaient se rencontrer, les philosophes, les hommes de science, les écrivains, les artistes. Et en même temps, elles ont codifié ce que l'on a appelé l'art de la conversation à la française, qui était très admiré dans les pays européens, l'art du beau langage, l'art des bonnes manières. Autre exemple de point commun avec notre époque, la défiance vis-à-vis des vaccins. Nous avons la chance de bénéficier de vaccins qui sont dosés avec précision et on se paye le luxe de s'en méfier. Eh bien, cette méfiance, elle est née dès le début de la vaccination qu'on appelait alors l'inoculation et qui n'intéressait que la variole. Alors, rien à voir avec nos vaccins dosés avec précision. Là, on prenait une gouttelette de pus sur, par exemple, la pustule de monsieur qui a la variole et on déposait cette gouttelette de pus sur une scarification faite sur le bras de madame qui allait développer une réaction locale suivie d'une immunisation. Mais